Le pouvoir a changé de main. Bonjour Jean-François Guéraud. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous publiez chez Odile Jacob La grande fraude, crimes, subprimes et crise financière. Quelle est pour vous la preuve la plus flagrante pour démontrer que cette crise est en fait au départ un crime ? Bien, la preuve vient des États-Unis elles-mêmes. En mai 2009, le président Obama, dans une vieille tradition américaine, a demandé qu'il y ait une grande commission d'enquête qui soit instaurée pour essayer de comprendre quelle était l'origine de la crise. Et tout début de cette loi instituant donc une grande commission d'enquête, la FCIC, le premier but qui était demandé aux parlementaires, c'était de trouver les causes frauduleuses de cette crise. Donc les Américains eux-mêmes, du moins les démocrates, ont bien analysé dès le départ que le principe moteur de la crise était bien un moteur criminel. Vous êtes commissaire divisionnaire, un petit peu particulier, parce que vous êtes docteur en droit, diplômé de sciences politiques, de l'Institut de criminologie de Paris également. Pour vous, il y a eu un déclencheur qui a été occulté par rapport à cette crise des subprimes, et vous le datez au niveau des années 80 avec la faillite des caisses d'épargne américaines. Pourquoi ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut sortir des explications conformistes, habituelles, paresseuses, voire un peu naïfs, qui consistent à nous dire qu'en définitive, toutes ces crises financières, eh bien, elles sont inéluctables, ce sont des catastrophes naturelles, c'est la théorie des cycles, etc. Non, en réalité, toutes les crises financières ont une dimension criminelle. Et si on veut bien comprendre cette dimension criminelle de la crise des subprimes, qui est devenue une crise mondiale, il faut remonter un petit peu en arrière, il faut faire un peu d'histoire. Et en effet, déjà dans les années 80 aux États-Unis, on a eu une grande crise financière que tout le monde a oublié, voire occultée, qui est la faillite des caisses d'épargne, les saving and loans. Or, l'auscultation de cette première grande crise financière criminelle, eh bien, nous démontre qu'il y avait des fraudes en masse, de manière absolument gigantesque, à la fois systémique et systématique. Et sur les décombres de ces caisses d'épargne, de cette faillite gigantesque, eh bien, ensuite, s'est réorganisé tout le système financier américain autour du cadre de la titrisation qui a conduit à l'affaire des subprimes. Vous savez, comme le dit Shakespeare dans La Tempête, past is prologue. Tout a une origine. Il y a des termes qui font froid dans le dos et on comprend d'ailleurs que du coup tous les patrons de la finance connaissaient les produits qu'ils proposaient, ces produits toxiques. Par exemple, il y a les prêts à neutrons. Expliquez-nous ce que c'est qu'un prêt à neutrons. Alors, l'origine de la crise, c'est quoi ? C'est la bulle immobilière, les prêts hypothécaires. Donc entre les financiers, tous ces prêts hypothécaires, ils appelaient des prêts menteurs. Ou des prêts prédateurs, ou ils appelaient encore les prêts à neutrons. Alors la notion de prêt à neutrons n'est pas une notion juridique, mais vous comprenez bien qu'elle est absolument ignoble, puisque l'arme à neutrons, c'est une arme qui détruit les personnes, mais qui laisse intacts les bâtiments. Donc les prêteurs américains, les banques américaines qui distribuaient ces prêts, qu'on va un petit peu détailler si vous voulez, savaient très bien que les prêts, de toute façon, allaient tuer les ménages, mais qu'ensuite ils pourraient récupérer les maisons. Quand ils parlent de prêts prédateurs et de prêts menteurs, mais ils savent très bien qu'ils distribuent des prêts que les gens seront à jamais incapables de rembourser. Voilà. On prêtait à qui ? En toute conscience. En réalité, on prêtait aux plus vulnérables de la société américaine. Les minorités ethniques, les Noirs, les Hispaniques, les pauvres, les vieux, les handicapés. On leur faisait signer des contrats de prêt en commettant tout un tas d'infractions pénales, abus de confiance, escroquerie, abus de faiblesse, défauts, etc. Et on leur accordait ces prêts non pas en fonction de leur capacité de remboursement, mais en fonction du prix de la maison, un prix qui avait été évalué de manière frauduleuse. Donc on savait très bien qu'on allait les étrangler. Voilà. Donc on a créé une vaste bulle immobilière, mais cette bulle immobilière, cette bulle de prix inflationniste, ce sont des prix truqués à la base. Voilà. Et il faut comprendre que cette bulle immobilière s'est créée à partir de centaines de milliers de prêts qui étaient en grande partie frauduleux. Les prêts subprime étaient très souvent des prêts menteurs, des prêts prédateurs et des prêts frauduleux. Mais les fraudes ne se sont pas limitées en amont, si vous voulez, à la formation de la bulle immobilière. Vous avez eu d'autres fraudes tout le long de la chaîne financière, au niveau des agences de notation, et ensuite au niveau de Wall Street, puisque tous ces prêts, ça a été leur particularité, par la titrisation, ont été revendus sur les marchés. Mais comprenez bien que les grandes banques d'investissement ne disaient pas quelle était la réalité extrêmement douteuse de ces prêts qu'ils connaissaient. Parlez-nous de cette titrisation, s'il vous plaît. Pouvez-vous la décortiquer pour nous faire comprendre justement la notion de crime ? Alors, la titrisation n'est pas en soi un processus frauduleux. C'est un processus financier qui existe depuis les années 80 et qui existe encore aujourd'hui. Mais toute la ruse du phénomène des subprimes a consisté, une fois que les prêts ont été accordés,
à les sortir des bilans des banques, à les transformer en titres financiers pour être revendus sur les marchés financiers. C'est ça la titrisation. Donc à partir du moment où les banques pouvaient tout de suite se débarrasser en réalité de ces prêts, ils n'avaient aucun intérêt à ce que les prêts, lorsqu'ils les accordaient, soient des prêts, j'allais dire, conformes, raisonnables. Puisqu'ils reportaient la responsabilité de ces prêts sur un autre acteur financier, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral chez les économistes, eh bien évidemment, ils avaient intérêt à distribuer des prêts de manière quantitative et non pas de manière qualitative. Que peut faire le politique par rapport à l'économique aujourd'hui? Est-ce que Barack Obama, Nicolas Sarkozy ou d'autres ont les moyens de pouvoir contrebalancer quand ils disent on a pris des décisions? Est-ce que réellement il y a des choses qui vont changer? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise des subprimes est le fruit de la dérégulation. Et la dérégulation est profondément criminogène, c'est-à-dire qu'elle crée des incitations et des opportunités à commettre des crimes. Et là, ce sont des crimes systémiques et systématiques qui ont été commis par les cols blancs, par les élites financières. Alors, pourquoi y a-t-il eu la dérégulation? Parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées en ce sens. Bon. Alors, est-ce qu'après la crise des subprimes, les grandes lois de régulation financière, en particulier la loi Dodd-Frank, a permis de revenir en arrière? Non, en réalité, c'est une loi purement cosmétique et superficielle. C'est-à-dire que le pouvoir politique aux États-Unis s'est depuis longtemps déplacé en direction de Wall Street. Le pouvoir politique, grâce à l'argent des lobbies financiers, est plus à Wall Street, ou au moins il se partage au moins autant entre Wall Street et le Congrès. C'est la même chose ici en Europe, pareil pour Paris, pareil pour Londres? En Europe, le système est un petit peu différent, surtout en France, parce que ce qui nous a, nous, en partie préservé en France, c'est que nous avons un système bancaire et financier très contrôlé, très régulé. Ce que le monde anglo-saxon nous a beaucoup reproché pendant des décennies, en nous disant « vous, Français, vous êtes ringards ». On est frileux. On est frileux. Eh bien, ce n'était pas de la ringardise, ce n'était pas de la frilosité, c'était de la prudence, ni plus ni moins. Mais il est vrai que les grandes lois de régulation, en particulier aux États-Unis, qui ont été votées, ne vont pas fondamentalement remettre en cause le système. Et parce que ce diagnostic frauduleux et criminel n'a pas été fait honnêtement jusqu'à présent, c'est comme un malade. Si vous lui dites qu'il a mal de tête alors qu'il est atteint d'un cancer, il est certain de rechuter, voire de mourir. Ce diagnostic criminel n'avait pas été fait après la faillite des caisses d'épargne et donc les Amériques ont rechuté avec l'affaire des subprimes. Et aujourd'hui, ce que l'on peut redouter, c'est que cette analyse frauduleuse, ce diagnostic frauduleux n'a pas été fait totalement honnêtement dans l'affaire des subprimes. Et donc, on risque dans les décennies à venir d'avoir de nouvelles crises financières avec un contenu à la fois, à nouveau, extrêmement problématique. D'un mot, avec une perspective, on parlait de désobéissance civile il y a 2 jours avec une philosophe, Sandra Laugier. Est-ce que l'individu, à lui seul, peut remettre en cause ce que l'État semble apparemment défaillant? Ce qui est essentiel, c'est d'éclairer les esprits, c'est-à-dire de faire émerger les vraies causes, sortir des explications convenues, comme je le disais, pour, à travers le choix du bon diagnostic et des bons mots, faire émerger une vérité un petit peu différente, permettre un questionnement autre. Comme disent les anglo-saxons, avoir la capacité à penser en dehors de la boîte. Jean-François Guéraud, la grande fraude, c'est chez Odile Jacob, Cribs, subprime et crise financière. Ce proverbe malinqué pour se quitter. Quand la fraude a construit une maison, elle l'a détruit. Merci beaucoup Jean-François Guéraud. Merci.